Dans cette conférence, François Peyotte interroge Bernard de Montréal sur la possibilité d'une perception synthétique du rationnel et de l'irrationnel dans le développement de la conscience du réel. Bernard de Montréal explique que le rationalisme, qui est la conception de l'ordre dans les choses, évolue avec la conscience. Plus l'homme devient conscient, plus il intègre l'ordre rationnel, mais aussi le pouvoir créatif du mental supérieur. Il met en garde contre le blocage de l'énergie créative. En privilégiant l'ordre rationnel, ce qui peut conduire à l'impuissance catatonique. Il mentionne que des civilisations passées ont connu cela lorsqu'elles n'ont pas su se régénérer. Il souligne que nous sommes aujourd'hui confrontés à une polarité constante entre des systèmes politiques économiques opposés et que si l'homme ne parvient pas à être créatif, cela peut conduire à l'autodestruction. Il affirme que l'homme doit constamment renouveler son patrimoine en créant les forces nécessaires et en puisant dans son intelligence. Il précise que l'homme du XXe siècle n'a pas encore connu le cycle de l'intelligence, qui est nouvelle, et qu'il doit apprendre à puiser dans son esprit et son intelligence pour ajuster constamment son expérience matérielle. Toutes les sciences, activités politiques et économiques de l'homme sont confrontées au même problème, l'homme ne se sent plus maître de sa planète, ce qui crée une angoisse mondiale. Pour dépasser cela, l'homme doit utiliser ses propres forces et ne pas se soumettre à des forces qu'il ne comprend pas. Nous entrons dans une ère d'intelligence qui fusionne le spirituel avec le matériel. Il faut intégrer ces deux aspects pour éviter d'être prisonnier du matériel ou du spirituel. L'intelligence est nécessaire pour comprendre les dimensions de la réalité et développer un pouvoir créatif. Il faut prendre conscience que la réalité est plus complexe qu'on ne le croit et ne se limite pas à des dimensions mesurables. L'homme doit développer un esprit pur, dépassant les déformations psychologiques de sa culture, pour créer une nouvelle civilisation qui synthétise l'intuition interne et l'aspect externe mécaniste. Ce ne sera pas simplement une fusion de la pensée orientale et occidentale, car les deux ont des faiblesses. La pensée orientale repose sur l'idée d'un absolu extérieur à l'homme, une intelligence suprême qui régit le cosmos. L'homme fait partie de cette structure hiérarchique, mais il n'a pas le pouvoir de le reconnaître. Lorsqu'il sera capable de le reconnaître, il pourra être autonome dans sa conscience et agir en fonction de son intelligence et de ses capacités occultes. En attendant, il sera soit enfermé dans une forme de conscience ascendante involutive comme en Orient, soit dans une conscience descendante comme en Occident. Ainsi, une séparation se produira entre l'humanité qui cherchera une forme de spiritualisation pour stimuler son esprit, et celle qui se laissera distraire par la télévision. Et la course distraite. L'intelligence est une force absolue présente en chaque être humain, indissociable de lui. On ne peut pas dialoguer avec l'intelligence, s'en emparer ou se croire intelligent. L'intelligence est canalisée par l'ego lorsque celui-ci est capable de supporter cette énergie et ses obstacles liés à la mémoire culturelle. L'Orient cherche refuge dans la matérialité produite par l'Occident, tandis que l'Occident se tourne vers les idées de l'Orient. Les deux se cherchent mutuellement. Chacun doit être chez soi, à la fois chez soi et en Orient pour l'Occident, et en soi-même et en Occident pour l'Orient. La dualité et la polarité sont des phénomènes qui régissent les êtres humains et leur permettent l'accès à l'énergie des différents pôles. Cependant, ceux qui sont encore prisonniers de cette conscience primitive expérimentale souffrent constamment de la polarité. Pour sortir de cette dualité, il faut réaliser que l'intelligence comprend à la fois le bien et le mal. Le pour et le contre. Elle est une faculté supramentale qui transcende la pensée mentale et permet de comprendre la polarité. Seuls ceux qui accèdent à cette intelligence peuvent comprendre la polarité existant entre différentes cultures, religions ou idéologies, et ne peuvent pas appartenir à des factions. Sont-ils pas également pris dans cette polarité et ce cycle vicieux? Selon la personne interrogée, l'homme est divisé et cette divisibilité crée la polarité en lui. Cela crée un cercle vicieux, où l'homme n'est pas capable de sortir et de devenir lui-même. Il ne reconnaît pas que des systèmes comme le communisme et le capitalisme ont tous deux des aspects valables, mais non universels. Il y a du bien et du mal dans chaque polarité, et c'est l'intelligence qui peut faire la synthèse des deux. L'éducation de l'homme ne l'a pas préparé à être créatif et intelligent, mais plutôt à suivre un pragmatisme moral et civique. Cela a conduit à des remous et à des changements qui ont rendu l'homme plus libre, mais aussi plus viol. Tant que l'homme ne peut pas faire la synthèse de la polarité, il continue à vivre d'expériences sans pouvoir agir consciemment dans sa vie. Pour être conscient et connaître les conséquences de ses actions, l'homme doit résoudre le problème de la polarité et sortir des limites psychologiques de son ego.
Ceux qui atteindront la conscience supramentale seront obligés de plonger dans les subtilités de leur ego pour mieux le comprendre et le changer. Cela nécessite une lucidité et un discernement difficile à développer en raison des formes complexes qui bloquent notre créativité et dominent notre vie mentale et émotionnelle. L'exaspération vient du fait d'être manipulé et de se sentir impuissant dans sa propre vie. Cela pousse l'homme à se révolter et à rechercher plus de puissance. Les gouvernements sont également pris dans cette polarité et ce cycle vicieux, et donc soumis aux mêmes problèmes. D'après Bernard de Montréal, les gouvernements sont confrontés à une exaspération qui résulte de l'impuissance de l'ego à rendre hommage à l'homme. Les politiciens sont exaspérés par les masses et les journalistes, tandis que l'homme conscient est exaspéré à un niveau plus profond et vertical. Il affirme qu'il y a des forces dans le cosmos qui créeront l'universalité de l'humanité dans les prochaines générations. L'idée d'un gouvernement mondial ou d'un rassemblement des religions relève selon lui de certaines contraintes psychologiques actuelles. Ces forces proviennent du cosmos et viendront vers l'homme lorsque celui-ci sera prêt. Cependant, il estime que le moment de lever le voile sur ces forces n'est pas encore venu car l'homme est encore trop primitif dans sa conscience émotionnelle et a besoin d'une certaine instruction pour comprendre ses contacts. Dans cet entretien, l'auteur parle de l'ésotérisme et du symbolisme ésotérique, affirmant que tout est caché dans ces domaines. Il explique que certaines personnes, comme les ésotéristes et les écrivains ésotériques, sont libres de partager leurs idées sans la responsabilité mondiale qui incombe aux autres. Ces idées pourraient éclairer les relations entre l'homme et les mondes parallèles dans les générations à venir. L'auteur mentionne également l'émergence de nouveaux courants d'idées puissants qui peuvent ébranler le rationalisme. Il affirme que ceux qui ont une certaine sensibilité pourront percevoir ces idées et trouver une affinité avec une force mondiale universelle, les conduisant ainsi vers une nouvelle conscience. Cependant, il prévient que cela peut entraîner de grandes souffrances, car ces individus devront transposer leur réalité dans une nouvelle terre, au-delà du matérialisme cartésien ou du mysticisme spirituel. Ils devront avancer seuls, en découvrant progressivement leur propre terrain. L'auteur affirme que l'un des principaux obstacles à l'émergence de la conscience supramentale sera l'émotion dans le mental. Il explique que l'émotion, qu'elle soit liée à une idée ou à une expérience, sera un frein à cette évolution. Cependant, il souligne que la pensée elle-même sera éliminée naturellement à mesure que l'homme avancera vers une conscience plus élevée. L'homme doit être en mesure de dépasser les formes de pensée qui lui viennent et de ne pas être manipulé par les forces internes occultes. En faisant cela, il pourra accéder à son intelligence propre et être libre des influences planétaires, devenir un surhomme. Il est important de comprendre que l'utopie et l'idéalisme sont des illusions, l'homme doit simplement être et ne pas dépendre d'idées pour exister. Il doit être capable de voir au-delà des formes et des mots et de juger par lui-même de la vérité. L'intelligence véritable n'a pas besoin de vrai ou de faux, elle est au-delà de ces catégories. L'homme est le seul à pouvoir juger de ce qui est réel. Les institutions ne sont pas là pour établir la réalité pour l'homme, mais pour gérer le patrimoine. Le défi pour l'homme est de discerner le vrai du faux et de trouver sa voie vers la conscience supramentale. Le passé de chaque individu peut être utilisé comme une force pour se développer et atteindre sa puissance. Bernard de Montréal souligne que la vie devient plus facile avec la volonté et l'intelligence créative. En ce qui concerne son travail au Québec, il ne précise pas combien de temps il compte y rester. Dans cet extrait d'interview, Bertrand de Montréal parle de son intention d'étendre son travail dans différents pays, dans différentes langues et sous différentes formes. Il explique qu'il ne veut plus travailler mais continuer à œuvrer, et qu'il mettra en place les conditions nécessaires pour que ces messages se diffusent. Il souligne le problème actuel de l'appauvrissement moral de la société, qui empêche les individus de vivre leur vie d'une autre manière par peur du changement. Bertrand de Montréal met en avant l'importance du travail pour l'homme, qui lui permet temporairement de ne pas être soumis à la pression mentale. Plus l'homme se conscientise, plus le travail devient difficile car il prend conscience des aspects inférieurs de la société. Il souligne également l'importance de la résistance face aux vibrations inférieures du travail en équipe. Il décrit l'homme nouveau comme solide, chevaleresque et capable de prendre le contrôle de sa destinée. Il évoque la division des polarités et la confrontation à tous les niveaux, et affirme que l'homme doit être au-dessus de ses jugements pour prendre le contrôle de sa vie.